Bienvenue, bonjour à tous pour le débrief de ce 10e Grand Prix de la saison. Nous étions en Allemagne ce week-end et les Français ont frappé très fort. Fabio Quartararo, Johann Zarco font la une de l'équipe. C'est la 8e fois depuis 3 ans que les Français font la une de l'équipe et irradient dans le monde du sport en général. Avec nous, l'équipe habituelle avec Eric Sélis. Salut Eric. Salut David. Michel Turcot, évidemment, qui tient cette émission à bout de bras. Salut Michel. Salut David. Thomas Morcellino, évidemment, Monsieur Stat, Monsieur Note. Salut Thomas. Salut. Et puis Pierre-François Tissot avec nous, patron de InEmotion, c'est ça? L'un des trois. L'un des patrons de InEmotion. Modestement, oui. Bonjour à tous. Alors InEmotion, si vous ne le savez pas, c'est une marque d'airbag. Les pilotes connaissent bien cette marque et puis les utilisateurs de moto aussi. On en parlera aussi de manière plus générale. Pierre-François, alors il y a eu des chutes ce week-end. Oui. Des airbags se sont déclenchés. Ça fait partie de notre métier, effectivement. On préfère les voir sur les podiums que dans le bac à gravier, mais c'est No Glory in Protection, on est là pour ça. On aura également André de Paddock GP, notre nouveau partenaire. André qui nous parlera de la perception des Français dans la presse étrangère. Mais tout d'abord, on commence évidemment par le débrief de Michel Turcot. C'est maintenant. Michel, on commence à s'habituer aux performances des Français, un doublé français, on adore ça. On n'en a quand même pas tous les week-ends, mais je crois que c'est la 4e fois cette année, en 10 courses, qu'on retrouve nos deux Français sur le podium ensemble. Et premier, deuxième, ça doit être... c'est la 3e fois. C'est la 3e fois. Ça Doha l'an dernier, Portugal cette année et ce week-end. Voilà, donc une démonstration tricolore en terre saxonne. C'était magnifique. Et puis surtout, on va souligner en premier lieu la performance de Fabio, hein, qui est en train de s'envoler vers son 2e titre. Alors, on n'est qu'à la moitié de saison, mais il est en train de se constituer une avance vraiment très confortable. Donc, avec Thomas, on constatait qu'il a inscrit le même nombre de points que l'an dernier après 10 Grands Prix. L'an dernier, il y avait eu 18 Grands Prix, donc il en restait 8 à ce moment-là de la saison. Là, cette année, il y en a encore 10. Mais Bagnaia était plus près que ça, que de lui l'an dernier. Au même moment, là, Bagnaia, il est tombé. Et il n'a pas la moitié des points de Fabio. Donc, il y a les Suzuki qui sont plus là. Bastianini, très irrégulier. Donc, c'est vrai que là, il est parti pour... On voit le classement là, hein. Aller chez Spargaro, le dauphin de Fabio Quartararo au classement général. Johann Zarco remonté sur le podium. Alors lui, l'an passé, il avait fait un fulgurant début de saison. Et là, à la mi-saison, il marque son territoire de nouveau. Johann Zarco, à la mi-saison l'an passé 2e, à la mi-saison cette année 3e. Parce que le Grand Prix de Finlande a été annulé. Hein. Donc on est pile à l'arrivée de ce Grand Prix d'Allemagne à la mi-saison. Et Fabio Quartararo mène ce championnat de main de maître, on peut dire. Tout à fait, David. Ce Grand Prix est, il a tout fait parfaitement. Ça fait trois Grands Prix où on le voit un peu tâtonner le vendredi, ou trouver des solutions le samedi et faire des courses parfaites. Il savait que pour gagner avec cette moto, il sait qu'il faut qu'il parte devant. Donc ça veut dire partir devant déjà, ça veut dire réussir une bonne qualif, être sur la première ligne. Prendre un bon départ, être incisif dans les premiers tours pour pouvoir exploiter les qualités de sa moto. Hein. La Yamaha, on sait que c'est une machine avec laquelle il est difficile de doubler, donc pour aller vite, il faut pouvoir avoir de la vitesse en entrée de virage. Pour cela, il faut avoir des trajectoires un peu différentes que celles des pilotes des V4 et notamment des Ducati. Donc avoir du champ libre, éviter aussi la problématique de la pression de pneus qui grimpe quand on est dans le trafic. Donc voilà, début de course est déterminant. C'est aussi pour ça que Fabio était un des 3 pilotes au final à avoir opté pour le médium à l'arrière. Hein. Au départ, il n'y avait que lui et Paul Espargaro qui l'avaient choisi. Finalement, il y a Vinales aussi qui a décidé de l'utiliser sur la grille. Enfin, tous les autres étaient en pneu dur à l'arrière de peur de ne pas pouvoir finir la course. Lui, il a pris le risque pour pouvoir attaquer tout de suite et être performant dès les premiers tours. Voilà, tout a parfaitement fonctionné, il est resté concentré dans des conditions très difficiles, il faisait 35 degrés. On l'a vu exténué. Et encore, on l'avait quand même vu. Alors, on a vu tous les pilotes à la fin exténués,
Mais bon, on a vu Fabio, et on connaît le circuit du Sachsenring, traverser la piste, aller de l'autre côté pour jeter ses bottes. Johan était beaucoup plus fatigué que lui à l'arrivée. Hein. Il avait vraiment eu du mal à récupérer. Et même Miller avait les traits tirés. Mais Johan a eu une semaine où je crois qu'il était un peu malade au début de la semaine. Donc je pense que ça explique partiellement, ce que j'ai compris, la fatigue de fin. Mais ça avait l'air d'être quand même costaud. Comme tu disais, Michel, c'est vrai qu'il a inscrit le même nombre de points. Par contre, la saison passée, il avait inscrit une victoire de plus. Tu vois. Non, mais voilà, tu vois. Voilà. Mais c'est pour dire que, mais il reste quand même, il fait preuve de régularité et il a par contre inscrit beaucoup plus de deuxième place par rapport à la saison passée. Donc, par contre, Johan Zarco était deuxième à ce moment-là de la saison l'année passée, un peu plus loin qu'Alex Espargaro se trouve aujourd'hui. Tu vois, Alex Espargaro a 34 points de retard. L'année dernière, non, il y en avait 40, sauf erreur. Et en nombre de places, en nombre de deuxième place, Johan Zarco, ça commence à faire beaucoup. Alors en nombre de deuxième place, je crois qu'on est à 10 maintenant, mais c'est surtout en termes de podium. Donc c'est une des stats que je devais dire, mais là, il étend encore son record, son triste record, on peut dire, du nombre de podiums sans victoire. Là, il passe à 15. Là, on espère que la victoire lui tendra les bras, un de ces quatre, quoi. En tout cas, il est performant, Johan Zarco. Ouais, Une solide course. Ouais, Johan a fait une superbe course et surtout on sent qu'il est en train de récolter les fruits du travail entrepris avec Jean-Michel Bayle, qui nous expliquait récemment que voilà, ils ont mis en place du travail, déjà un travail foncier pour rester un peu plus lucide sur les fins de course, et puis après un travail d'après Bayle, Johan doit encore améliorer les phases de freinage et ses départs évidemment. Donc on l'a vu sur les dernières courses, il était assez en difficulté sur les débuts de course, à perdre des positions, parce que pas très à l'aise au freinage et dans le trafic, il hésitait un petit peu. Et par contre, il faisait des bonnes fins de course. Et là, on voit depuis Barcelone, ses débuts de course sont bien plus incisifs. Et là il a donné l'exemple. Déjà, il était sur la première ligne. Il a perdu qu'une position quand Espargaro l'a doublé. Et il a tout de suite récupéré sa troisième place. Donc voilà, tout ça, le travail paye. L'an dernier, il avait fait une grosse erreur. Une grosse erreur. Il s'était mis la pression pendant la trêve estivale en se disant voilà, je suis deuxième du championnat. Maintenant, si je veux aller chercher Fabio, il faut que je gagne. J'ai toujours pas cette victoire. Donc, il avait attaqué la deuxième partie du championnat en Autriche par une chute. Alors que soit Kipier avait gagné. Ouais, Jorge Martin avait gagné son premier Grand Prix et là, bon, il était rentré un peu dans une spirale un peu négative, hein, des chutes, perte de confiance, la pression qui s'installe et bon, les fins de saison avaient été un petit peu décevantes. Donc là, il est décidé à pas commettre les mêmes erreurs. Donc il a analysé tout ça. Voilà, il dit il faut que je continue à m'améliorer, que je devienne plus naturel avec cette moto, que je fasse des choses de manière plus efficace, et puis la victoire viendra quand elle devra venir. Donc il a pris un peu du recul avec tout ça. Il s'est un peu détaché aussi de cette idée qu'il avait d'être absolument dans l'équipe officielle. Là, voilà, on l'a confirmé chez Pramac l'an prochain. C'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi Chabati hésite entre Martin et Bastianini alors que aujourd'hui le premier pilote Ducati, c'est quand même Johan Zarco, hein, au classement général. Et au classement général. C'est lui le plus régulier, le plus. Alors il a toujours pas gagné, mais c'est quand même lui le plus régulier. Donc après voilà, les choix politiques de Ducati, ils veulent un jeune pilote pour l'AEC Bagnaia. On se demande d'ailleurs aussi pourquoi finalement il laisse partir Miller, qui est quand même un super lieutenant. Qui apporte beaucoup à l'usine, qui a de l'expérience, qui met pas la pression sur Bagnaia. Randy Lepunier, elle disait, il faut un pilote d'expérience aussi. Bien sûr. Malgré un long lap, il a quand même fini troisième. Donc, ouais, il est là. Et puis surtout, après, il y a aussi un truc hyper important dans une équipe, c'est d'avoir une bonne ambiance entre les deux pilotes, quoi. Aujourd'hui, voilà, Johan, il est content d'être là où il est. Il sait qu'il a la même moto que les autres. Il sait qu'il a un bon soutien. Alors peut-être le soutien n'est pas aussi bon, mais il n'y a pas la pression aussi de l'équipe officielle. Il est dans un environnement qui lui convient. Il s'entend bien avec Campinotti. Voilà. Ça sera d'ailleurs intéressant à suivre justement en fonction du choix du deuxième pilote dans la structure officielle l'an prochain chez Ducati, de voir justement comment ça se passe. Parce que comme tu le disais, Miller, bon, il est un peu établi, mais c'est pas sur lui qu'on compte. Et un garçon comme Johan, il aurait très bien pu accompagner Bagnaia sans avoir entre guillemets les dents qui raillent par terre, même si une opportunité se présentait, il pouvait jouer le titre. Mais clairement, il aurait pu faire le jeu de l'équipe avec Bagnaia, c'était tout à fait plausible.
Pierre-François, Johan, c'est un des pilotes qui porte les airbags InMotion via sa combinaison. C'est un accord que vous avez avec les marques. Tout à fait. C'est un pilote qui se blesse pas beaucoup, Johan. Non, il travaille de plus en plus je dirais la gestion de ses courses. Donc nous, à chaque fois, le pilote choisit sa combinaison. C'est vrai que souvent les gens ont l'impression qu'en fait elle est choisie avec le team moto. En fait, les pilotes sont totalement libres de choisir le marque de combinaison qu'ils veulent. Et après, c'est aux fabricants de combinaison de refaire la combinaison qui soit la il est passé d'une marque à l'autre en plus, Johan. Donc quelle différence entre les airbags? Je dirais qu'il y a les zones de couverture, il y a les taux de détection. Mais si on prend le cas de Johan, effectivement, on ne fait pas partie des pilotes qu'on va retrouver sur les plus grandes chutes. Il nous a fait quelques frayeurs qu'on a eu l'occasion de l'équiper il y a un an à Portimao, où sur les vibreurs, il avait déclenché l'airbag. Lui-même nous dit j'étais à la limite. Et c'est là où on voit en fait que qu'on travaille avec les meilleurs du monde. L'algorithme qui fonctionne sur des milliers de personnes, et ben sur quelqu'un qui est à ce niveau-là, sur un virage avec un type de moto, ça peut créer ce qu'on appelle un intempestif, c'est-à-dire qu'il était à la limite de perdre l'adhérence, la moto commençait à partir sur l'arrière, l'airbag se déclenche et il a réussi à le récupérer. Donc vous remontez les seuils dans ce cas-là? On les règle parce que si on monte les seuils, c'est qu'on couvre moins de chutes de l'autre côté. Donc c'est toujours cet enjeu de se dire il faut couvrir un maximum de chutes avec zéro intempestif. Et Johan fut aujourd'hui, à ce jour, le dernier qui est allé provoquer nos seuils, quoi. Vous n'avez pas à la limite vu de l'extérieur, deux configurations de boîtier parce qu'on rappelle que c'est un boîtier qui est mis dans la combinaison, dans la bosse. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas un boîtier entre guillemets racing qui justement tient compte de ses spécificités à la limite et un boîtier grand public? Alors, on a des différents modes qui sont disponibles au grand public. Ce qu'on s'aperçoit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la data finalement revient confirmer ce qu'on voit en réalité, c'est qu'il y a globalement, notre algorithme aujourd'hui qu'on appelle circuit fonctionne sur des dizaines de milliers de personnes et sur des compétitions à un certain niveau. Mais on a certains pilotes sur certains virages, sur certaines motos, il suffit d'une fois qu'ils vont être capables de freiner tellement fort ou de tenir une position qu'il faut qu'on ajuste légèrement. Donc effectivement, on a des petits détails qui viennent régler ce mode-là, mais ça joue à pas grand-chose. Et en fait, on retrouve par la data de ce que mesure l'airbag, la réalité en fait de la différence qui fait que ces gens-là, ils vont faire un podium quand d'autres vont faire un excellent temps, mais on part à ce moment-là. Il s'est pas déclenché dans la Dunlop quand il a choisi un raccourci. Non, il s'est pas déclenché, mais c'est parce qu'en même temps, on a un algorithme Dakar, il a le temps de le changer. Et quand on déclenche un intempestif, comment ça se passe? Il y a moyen de redégonfler manuellement en roulant pour pas avoir à s'arrêter? Alors, typiquement, dans la règle qui a exigé en fait la Dorna, l'airbag obligatoire depuis 2018, en fait, il y a ce qu'on appelle un test d'innocuité. Il faut qu'on ait prouvé en fait que l'airbag en cas de déclenchement ne gêne pas au pilotage de la moto. Alors, on l'a tous vécu, nous, Denez et Alpinestar, on est les 3 fournisseurs officiels d'airbag en MotoGP. On l'a vécu par défaut. Dans notre cas, c'est Xavi Vierge, il y a maintenant 5 ans, au Grand Prix de Barcelone, qui se fait toucher et qui met le coude et qui récupère la moto, l'airbag gonfle. Et en fait, il finit son tour, il perd de place, il en reprend une. On ne sait même pas si c'est lié à l'airbag ou lié au fait qu'il y a une touchette. Mais globalement, le système se dégonfle tout seul. Donc en gros, on sent la pression environ une dizaine de secondes et on ne voit plus l'airbag gonfler au bout d'une trentaine de secondes. Et ça fait une grosse différence par rapport aux produits qu'on utilise sur la route, où là, on va maintenir cette partie gonflée. Sécurité. Pour que s'il y a de multi-chutes. Mais tout ça est en discussion parce qu'aujourd'hui, les accidents rares mais graves sont liés souvent à des collisions. C'est-à-dire le pilote va tomber, on l'a vu, en Moto 3, on a encore eu un strike. Barcelone, on a vu ce qui s'est passé avec Nakagami. Les blessures liées à la collision, qui ne sont pas forcément liées au premier choc, font que tenir l'airbag un peu gonflé un certain temps est quand même intéressant. Et il y a une deuxième cartouche en cas de chute cette fois. Alors, un premier intempestif et un deuxième déclenchement. Alors ça, c'est seulement chez nos amis de la marque à l'étoile, pour l'instant, qui ont fait ce choix d'avoir effectivement la possibilité de déclencher puis de redéclencher. Nous, on a préféré choisir de remplir un maximum d'air au sein de la poche, parce qu'à la fin, en fait, c'est une quantité d'air qu'on fournit, en fait, donc on a un compromis entre le poids, le confort, les zones de couverture. D'accord, ouais, très intéressant. Cette petite incise sur l'airbag. On y reviendra bien sûr sur les airbags. On a un spécialiste avec nous. Oui, je pense que tu parlais de moi. Ouais. Il n'y a pas que toi ici. Il n'y a pas que toi. Il me demande, il me parle, il me pose. On parle de chute. Bagnaia a de nouveau chuté. Ouais. Est-ce que c'est un garçon qui est sensible à la pression, Michel? En tout cas. À Barcelone, il tombe pas de sang fait, mais là, clairement, il fait une erreur. Alors c'est vrai qu'hier soir, il était totalement dépité parce qu'il disait je comprends pas, j'ai revérifié les acquisitions de données, j'ai la même vitesse, j'ai le même angle, je tombe, je comprends pas. Alors on voit qu'il perd l'arrière. Alors au Mans, Bastianini double.
tombe. Là, il se déconcentre, hein, une autre erreur. Mais pour en revenir à ce qui s'est passé hier, c'est vrai que la pression, il l'a. Il a un retard important. Enfin, il avait un retard important. Donc, Fabio a tout fait pour s'échapper. Il sait que s'il veut rattraper son retard, il faut qu'il termine devant Fabio. Donc, obligé de suivre. Et aujourd'hui, clairement, Fabio est quand même un step au-dessus des autres. C'est clairement le plus fort. Donc, c'est vrai que Bagnaia, la pression ou pas, il est parti à la faute. Il était un petit peu plus à l'extérieur. Il avait le pneu dur à l'arrière qui, sur le début de course, tout le monde s'est plaint un peu du grip qui s'est quand même un petit peu amélioré avec la gomme après au fil des tours, déposé sur le bitume. Une erreur de plus, ouais. Et en tout cas, c'est pas parti pour être son année. Et là, on voit pas trop comment il pourrait combler son retard. Ouais, ce qui est surtout surprenant, c'est qu'il la perd vraiment très progressivement la moto. En fait, ça descend. Hein, et puis elle fait demi-tour. Il n'y a pas ce phénomène comme on voit des fois où ça raccroche. Il n'y a pas de gars. Il est vraiment sur le filet. Hein, c'est premier virage dans la descente. D'accord, un dernier mot sur Miller. Miller, super week-end. Début de week-end, il annonce qu'il rejoint KTM la saison prochaine. Donc je pense que ça lui a levé un petit poids de ses épaules. Il savait depuis un moment qu'il ne serait pas reconduit chez Ducati. Il se demandait un petit peu à quelle sauce il allait être mangé, sachant qu'il y a quand même pas mal de pilotes qui sont sur le carreau. On en reparlera plus tard. Mais voilà, donc il y a eu des tests aussi à Barcelone où il dit avoir trouvé des petites choses qui lui permettent de se sentir mieux sur la moto, de repiloter un petit peu comme il aime le faire. Voilà, tout ça ajouté a fait qu'il a fait une super course, malgré un long lap penalty où il a failli tomber parce qu'il y avait des graviers au milieu, il s'est récupéré. Alors on l'a vu, il a quand même ferraillé avec Espargaro, il a fait plusieurs fois, et il tirait tout droit au premier virage, et puis finalement c'est Espargaro qui finit par tirer tout droit, et lui qui est allé chercher ce podium. Voilà, c'était sympa. Il a fait le show encore une fois de plus à l'arrivée. Il s'est fait des copains. Il se fait des copains partout dans le public, en France, en Allemagne. Il est rentré par les voies de sécurité. Oui. C'est un mec et puis voilà, il partage, il joue le jeu. Et je rajoutais un truc quand même sur Bagnaia. Mine de rien, on a quand même tourné sous la barre des 1,20 ce week-end. Bagnaia qui a quand même explosé le record du tour. On pensait que c'était réservé à Marquez sur ce circuit. Il n'a pas manqué de le rappeler quand même à son débrief hier soir en disant qu'il était le plus rapide ce week-end. Ouais. Mais encore une fois, Fabio était super fort parce que c'est vrai que dès la FP1, Bagnaia était le plus rapide, il était en confiance. Et puis voilà, Fabio aurait pu se dire ok, aujourd'hui c'est le plus fort, je vais finir deuxième. Et Fabio il s'est dit non, je vais la gagner celle-là. Et d'ailleurs il dit de toute façon maintenant je vais aborder toutes les courses comme ça, je vais faire comme l'an dernier, je vais pas calculer parce que je veux gagner des courses et je suis pas là pour faire l'épicier, quoi. Donc c'est la bonne stratégie. Petite pensée pour Marc Marquez qui a dû regarder cette course de loin avec ses chiens. Ouais, lui le roi de l'anneau. Là il y a eu un communiqué ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était une belle métaphore, mais ouais. Il y a eu un communiqué ce week-end parce qu'il a eu un premier contrôle médical qui a été effectué, donc apparemment tout va bien, la cicatrice se porte bien, ouais. Et il va commencer à faire des premiers exercices de mobilisation de son bras. Donc, alors on espère le voir revenir pour aller un peu croiser le fer avec Fabio, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... ouais. En tout cas, on aimerait revoir les duels de 2019. C'est ce qu'Alberto Pucci veut. Hein. Ouais. Alors on en reparle de Fabio Quartararo avec André de Paddock GP, dont vous lisez beaucoup d'articles. On l'écoute. Doublé magnifique, qui est le 3e doublé depuis 2021 quand même, avec nos deux phénomènes, Quartararo et Zarco. Donc, comment c'est perçu? Salut André, bienvenue dans After Sunday. C'est un plaisir. Rien ne t'échappe dans l'actualité du MotoGP. Sur ce Grand Prix d'Allemagne, les Français ont gagné. Comment c'est perçu dans le monde entier, l'image des Français? Comment c'est perçu? Oui, bonjour David, et pace salute à toute ton équipe. Donc, comment c'est perçu? Internationalement, malheureusement, ça n'a pas été tout à fait l'effet majeur pris par la presse internationale, qui a été surtout noté, et notamment, évidemment, par les Italiens. C'est la grande défaite de Ducati et la chute de Bagnaia. Puisque tu parles de ça, tu parles des Français, c'est l'occasion de noter qu'on parle de Quartararo et de ses adversaires, mais Zarco est toujours le grand oublié. On a l'impression que Zarco est là, tout le monde le voit, mais personne le regarde vraiment. C'est assez frustrant, que ce soit au plus général, sur MotoGP à limite. C'est bien ça, Johan Zarco n'existe pas en MotoGP.
On ne le voit jamais, c'est quand même incroyable, alors qu'il a été pendant un moment second du championnat en 2021. Et là, au niveau de la presse, Zarco, tout le monde dit qu'il est là, que c'est bien, mais les félicitations de Ducati, même chez Ducati en interne, sont absentes. Parce qu'ils sont très embêtés, parce que c'est pas Bagnaia. Et puis sur la troisième manche du podium, il y a quand même un Miller qui vient de signer pour KTM. Alors que les pilotes sur lesquels il parie, Bagnaia est tombé, Jorge Martin est blessé et est resté dans le ventre mou du top 10. Et Bastianini n'y arrive plus depuis trois Grands Prix. On a parlé des Français, Johann Zarco, Fabio Quartararo, évidemment, il brille. Il y a d'autres Français qui ont brillé. C'est le team français Tech 3 qui a placé ses 2 pilotes dans les points. Oui, alors très, très, très beau final avec un début qui était compliqué quand même parce qu'ils sont arrivés avec la pression. L'erreur de KTM avait clairement signalé son impatience et son mécontentement de voir les 2 rookies, Gardner et Raúl Fernandez, avoir du mal à s'en sortir depuis le début de cette saison. Ils ont répondu de la meilleure façon qui soit, c'est sur la piste. On avait vu aussi, et ça avait fait le tour un peu du net, et c'était sur notre site Paddock GP, l'algarade qu'il y a eu dans le box entre Rémi Gardner et Raúl Fernandez à l'issue de la Q1, où Raúl Fernandez accusait Gardner de l'avoir gêné. Mais bon, ça s'est arrangé après, et ça s'est surtout arrangé le dimanche avec une belle prestation de Raúl Fernandez qui retrouve son état physique, parce qu'il a été blessé au poignet, je crois. Il a terminé 12e, son meilleur résultat depuis qu'il a monté au GP, c'est sa première année. Gardner a ramené les points de la 15e place. Hervé est heureux de ce bon résultat d'ensemble, alors que ça partait mal. C'est bien la preuve qu'une grande équipe réagit face à l'adversité, et ça, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait très bien. Et puis, ce week-end prochain, ce sera à Seine, il n'y a plus qu'à confirmer et à remettre ça. Merci, et à très vite sur Paddock GP et dans After Sunday. Salut André. Merci David, merci à toute l'équipe et pourvu que ça dise. André de Paddock GP qui nous a également parlé des articles qui cartonnaient un peu sur leur site, notamment Vignales qui a relativisé la domination de Fabio Quartararo et Bradle qui a un peu balancé sur la capacité de Honda à faire des carénages. Chez Honda, justement, donc Marquez n'était pas là. Michel, c'est de plus en plus difficile. C'est la Bérésina. Thomas va nous le dire, mais... vas-y, dis-le. Non, mais vas-y. Non, mais je sens que tu... Non. De toute façon, c'est pas de Honda dans les points, donc effectivement, c'est une première depuis le Grand Prix de France 82 qui a été boycottée, donc ça reste remarquable. Et surtout, ça arrive sur un circuit où l'année dernière, Marquez avait offert une première victoire depuis très longtemps. Sur un circuit sur lequel Marquez n'a jamais perdu. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui avait offert une première victoire à Honda depuis... Oui, depuis qu'il était blessé. Depuis son accident, en fait. Mais le plus grave, c'est que non seulement il n'y a pas de points, mais on a Nakagami 3 chutes, des pilotes qui se sont plaints du échappement qui chauffait, Alex Marquez qui reste coincé qui abandonne à cause de son ride eye device qui reste bloqué. Bon, ce qui arrive aussi on en reparlera peut-être après, ce qui est aussi arrivé à Vignales. Mais voilà, c'est là Paul qui est complètement perdu, qui est tombé, qui est blessé, qui a mal au code, qui s'en sortait plus, qui a acheté l'éponge. Enfin, et tout ça, encore une fois, une gestion technique et sportive qui est... on se demande à quel moment il va y avoir du ménage, quoi. Jusqu'à quand Alberto Pucci et Takeo Yokoyama vont pouvoir rester en place, quoi. Ça paraît... attendre que Marquez revienne, ils peuvent pas s'en remettre à ça, quoi. Oui, on a du mal à croire. Speedweek qui a écrit notamment que Bradle critiquait les carénages. Après Speedweek, il ne faut pas oublier que derrière, c'est Gunther Wiesinger. Qui est le manager de Bradle. Est-ce qu'il est menacé, Bradle, par Nakagami en tant que pilote d'essai, comme c'est écrit dans Speedweek, justement? Je sais pas. Ça, je sais pas. Il faut demander à Gunther Wiesinger, l'ami de... Après, il y a un autre pilote d'essai qui sera aussi sur le marché, donc il faudra... Qui cherche du travail. Qui cherche du travail. On peut le dire. C'est bien solide. Voilà. Donc, les confidentiels, c'est à la fin de l'émission. Allez, on continue par le carnet de notes du doc.
rapidement une note pour les Français. Bah écoute, voilà, on a cette une de l'équipe, donc 10 sur 10, forcément, un doublé, on pouvait pas faire mieux. Rien d'autre à rajouter, hein. Je pense qu'on l'a. Bon, allez, ça, on Ça, range. c'est bon. On en a bien parlé des Français, on en reparlera encore. D'autres notes. Ouais, je vais faire dans l'ordre, pour pas changer. Vignales, je lui mettrais, allez, je lui mettrais 6 sur 10, dans le sens où il a fait de très bonnes qualifs, de très bons essais. Un très bon. Tu es dur, là. Ouais, un peu dur. Ouais. Tu es dur. Bah, après, il finit pas sur le podium, je sais pas, après je peux dire. Mais c'est pas de son fait. C'est pas de son fait, mais bien évidemment. Vignales. Vignales, ouais. 6. Tu veux que je lui mette combien? Mais un peu plus, mais Ouais, enfin, tu mettrais non, combien mais sincèrement, par rapport au début, enfin, avant son incident, il fait une super course Ah oui, bien parce sûr, qu'il est, bien sûr. il est Mais, vraiment. Après, effectivement, avec Dessy, on coupe du bois, hein, on est d'accord, mais C'est la phrase. toi, tu avais le roi de l'anneau germanique. Moi, voilà. Non, mais enfin, sincèrement. Non, parce qu'après, si tu veux, c'est juste après, si je donne une Ouais. hiérarchie au niveau des notes, après, si je mets un 7, c'est-à-dire c'est Carlu le prof. Oui, pardon. Excusez-moi. D'accord. Ok, Je allez. vous donnerai mon carnet de correspondance à la Après, sortie les autres, ils font pour les heures de podium, colle. combien, tu vois, c'est ça le truc. Pierre-François, tu as un prof invité ici, tu Non. donnerais quelle note? Alors, enfin, bon, tout en néophyte, mais je trouve que par rapport à son début de saison, avec à côté d'un Alex qui travaille, qui bosse sur la Prila depuis pas mal d'années, il sort du lot. C'est-à-dire qu'avant, il était quand même très très loin avec une moto qui performait super bien avec Alèche, et là, on le retrouve pas loin de son coéquipier. Donc, il faut savoir qu'il, de ce que j'ai compris, il testait de manière la version automatique. Donc, il fait un peu le cobaye pour Alèche qui teste pas aussi ces trucs-là. Donc, c'est fair play. Nous, pour connaître ce que c'est que développer des produits techniques, il faut des gens comme ça. Bien, il faudra remonter les quotas. Hein, Bah ouais, écoute, après, là, on arrive sur un circuit où, sauf erreur, il a fait son dernier podium Alors, en date. ouais. Alors l'élève Miller qui crée souvent le désaccord entre nous. Eh ben, écoute, Miller, c'est difficile de lui donner une note parce qu'il termine sur le podium, mais d'un autre côté, il a été au centre des débats dans le sens où il est tombé sous drapeau jaune. Donc après. Donc, on croyait que le drapeau jaune avait résolu ce genre de problème, enfin la nouvelle réglementation drapeau jaune. en fait, lui, il l'a pas vu tout simplement. Hein. Je pense qu'il a chuté. Et voilà. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut lui mettre une bonne note, mais d'un côté, effectivement, il a commis une erreur qui aurait pu poser problème s'il y avait eu encore des commissaires de piste dans le bac à gravier. On laisse rien passer donc. Bah écoute. Après, il faut savoir si on note sur l'intégralité du week-end. C'est ou ça, sur la ouais, course. c'est ça. Donc, C'est voilà. Si on note sur la course, effectivement, je lui donnerais un 8. Voilà, parce que Et sur le week-end sur le week-end. Non, mais je lui donnerais un 6 aussi également. Après, voilà, non, mais après, la moyenne quand même. c'est facile Donc, de se moquer de. Non, on se moque pas. Assume. Bah, j'assume totalement. J'ai assumé le 2. Assume qui tu es, Doc. Nous on le sait, mais. Les Suzuki. Les Suzuki, bah, écoute, on en parlait tout à l'heure, je leur mets un 1, dans le sens où, parce que d'un côté, on a un Alex Rins qui est blessé, qui a déclaré forfait après la FP3, parce qu'il n'arrivait pas à tenir la douleur, lui disait que c'était même dangereux pour lui et pour ses adversaires. Ça, c'est pas de sa faute. C'est quand même aberrant, plutôt quand même, sain, ça. parce qu'on fait passer un test à des pilotes, le corps médical dit ouais il est apte et finalement il se rend compte après qu'il peut pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Le fameux test qui est quand même une auto-évaluation de son état. Ouais, après la douleur, elle est aussi, c'est un truc qui est assez subjectif. Hein. Pas tout le monde a la même résistance. Après, Non, c'est mais vrai que si vois, tu joues ça fait bizarre. tu joues un titre où voilà, tu peux supporter des choses, éventuellement prendre des risques, mais aussi en faire prendre aux autres, que si tu n'es pas dans cette position, c'est vrai que ça sert à rien d'aller se blesser, d'autant qu'il y a encore une course ce week-end, donc là 2 jours pour récupérer, c'est voilà. Puis bon, Saxon Ring c'est aussi un tourniquet, hein. Il n'y a aucun répit quoi, donc. Après, ça fait écho à nous, typiquement une problématique qu'on a de récupérer de la chute sur les blessures, c'est que les pilotes, ils sont là pour rouler, ils ont envie de rouler, il y en a certains qui ont besoin de le faire pour des enjeux de guidon. En gros, les équipes médicales de la Dorna et des circuits, souvent, sont un peu gênées, parce que le pilote va se montrer sous son meilleur jour pour se laisser le choix. De rouler ou pas. Donc il fait en sorte de passer l'examen au mieux. Et nous, quand on regarde les stats sur le nombre de chutes par rapport au nombre de blessures, il y en a certains dont on sait qu'elles sont discrètes. Ouais, l'examen en question, il est plus poussé en championnat British Superbike qu'en MotoGP, hein, par exemple. C'est de l'auto-évaluation. C'est de l'auto-évaluation, c'est-à-dire il y a 15 questions, ils répondent selon ce qu'ils font, et c'est contestable. Bon, on l'avait vu pour Marquez quand il avait fait. Oui. Après, on peut aussi, c'est un sujet aussi qui est un peu dans l'air, c'est sur les commotions cérébrales. Hein. Quand on voit dans des sports comme le rugby les précautions qui sont prises quand il y a un chaos,
Et là, quand on voit des pilotes qui après une grosse chute, une perte de connaissance même minime, remontent sur la moto. Ce qui a fait débat, c'était aussi Aaron Canet, qui sur un freinage a signé du nez suite à son accident de voiture il y a quelques jours. Ouais, mais nous, on a vu des pilotes du Dakar terminer une épreuve de ne pas se rappeler des 100 derniers kilomètres suite à justement un léger trauma. Et on vient de voir passer Rafael Nadal qui gagne Roland Garros avec une cheville où son Z, il n'arrive pas à marcher. Vive le docteur Costa. C'est la conclusion d'Eric Sélis. Une autre note pour Aleix Espargaro, peut-être? Non, je voulais parler de KTM. Ah bah alors parlons de KTM. Non, mais parlons de KTM. Tu suis parlons, David. non, mais parlons de KTM. Non, c'est proviseur en même temps. Non, je voudrais parler de KTM qui ont été complètement inexistantes du week-end. On a pas de KTM. Tech 3 place ces deux motos Oui, dans c'est les place points. dans les points, mais il y a eu quand même un peu de casse devant. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait 0 KTM dans Q2, encore une fois. Et on a heureusement un Brad Binder qui sauve les meubles, qui termine 7ème. Et heureusement qu'il est là, parce que c'est compliqué. Et on arrive sur un circuit qui, pareil, ça risque d'être compliqué pour les KTM. Donc, sauf erreur, je crois qu'il y a un test cette semaine pour KTM. Donc peut-être qu'ils ont des choses à tester. Et puis, il y a aussi, un peu comme chez Honda, il y a une gestion sportive qui je trouve, pose question. Les déclarations à l'emporte-pièce, que ce soit de Pirer ou de Behrer sur Fernandez, sur Garner, en disant on s'est trompé. Mais ça ne met pas dans de bonnes dispositions. Comment tu peux dire tu prends le champion du monde Moto 2, vice-champion du monde Moto 2, et avant même la mi-saison, tu dis tu t'es trompé. En gros, c'est des brels, on n'aurait jamais dû les prendre. Ça arrive souvent en MotoGP, quand même, ce genre de, mais bon, de déclaration à l'emporte-pièce. Zarco, après, il y a quand même des... Voilà, il y a la ligne chez KTM. C'est quand même aussi des façons... je pense qu'il y a des façons de faire qui sont un peu inhérentes à... Vas-y, au bout de ta pensée. Non, des constructeurs. Je mettrais 3. Une autre note avant de passer au coup de cœur. Écoute, non. Okay. Alors on passe au coup de cœur. On reparlera peut-être d'Aleix Espargaro, la rubrique coup de cœur. Tout seigneur, tout honneur. On commence par toi, Michel, le coup de cœur de ce Grand Prix. Bon, on va pas parler des Français, comme tu l'as dit. On peut commencer. Non, bien évidemment, le coup de cœur, à ce moment-là, c'est le break de Fabio. Alors, le deuxième coup de cœur du Grand Prix, parce qu'on est tous moi, c'est Jack Miller. Il m'a régalé à l'arrivée. Faire un petit donut en prenant les voies de sécurité, aller devant le public. Ça fait du bien de voir des pilotes comme ça qui partagent leur enthousiasme et qui tiennent compte aussi du public qui est là pour assister à leurs exploits. Moi, je trouve ça sympa, quoi. Fabio aussi l'a fait à l'arrivée. Ouais, bien sûr. Il a pris le temps d'aller célébrer. Johan aussi a jeté ses bottes, je crois, et il disait d'ailleurs qu'il a jeté ses bottes, pas seulement pour faire plaisir aux spectateurs, mais parce qu'il avait les pieds en feu. Beaucoup de pilotes se plaignent de la température. Je pense que les conditions extrêmes, comme on a eu hier avec 35 degrés, et les motos qui sont de plus en plus en ébullition, quoi. Ça devient un vrai problème à piloter, quoi. Ouais, en termes de protection aussi. Dans la cooling room, il disait que pour lui, c'était même plus dur que l'Indonésie et la Thaïlande. Voilà, exactement, chercher le deuxième circuit. La note le coup de cœur du Grand Prix, Pierre-François, pour toi. Il y a forcément moi je trouve que le dépassement que fait Johan sur Aleix. Alors, je suis content parce qu'en plus c'est de pilote in emotion, donc on les suit. Mais j'ai trouvé que c'était une belle démonstration du côté un peu incisif qui pouvait manquer. Et d'entendre la Marseillaise sur le podium, c'est chouette. Et en plus c'est chouette parce que là je reprends la casquette plutôt pro, mais ça montre aussi que derrière en fait la filière, il faut quand même se dire qu'il y a 100 pilotes sur les 4 catégories. MotoGP, Moto2, Moto3, Moto-I, il y a 3 Français, dont 2 qui sont sur les 2 premières places. C'est-à-dire, quand on a si peu de jetons et qu'on fait un tel match, c'est quand même génial. Et derrière, il y a quand même, ça draine une industrie, parce que Furigan, Ixon, c'est des marques derrière qui suivent ça. Et quand Johan, avec du Furigan, est sur un podium, ça aide une filière. Donc, ouais, c'est des pilotes qui sont avec des marques comme Oliveira aussi, qui est avec Oliveira, Ixon, Aleix. Ixon a fait confiance à un pilote comme ça il y a très longtemps. On se rappelait qu'il avait le triste record du nombre de Grands Prix sans podium. Et c'est sans podium. Et après, il y a eu une façon de sans podium, et même sans victoire. Mais sans podium, oui, c'est avec Forward. Avec Forward, il y a des pilotes Shark aussi. Ouais, on a aussi un fabricant de casques français.
Voilà, donc, C'est vrai que c'est- je pense que c'est voilà, je pense le côté positif aussi de voir ces pilotes briller. Parce que oui, il y a les pilotes français, il y a l'industrie aussi Et ouais. française très présente sur les Grands Prix. Les Français sur le paddock sont nombreux, hein, Michel. Beaucoup moins que les Espagnols et les Italiens, mais il y a une petite colonie française, ouais. Petit village. Nombreuse, c'est voilà. Bon, c'est heureusement qu'il y a Michelin pour étoffer un peu l'équipe, mais sinon, Ah, on n'est quand même pas les plus représentés en termes Il y a les membres du combinaisons, il y a paddock, les hein. casques, Oui, il y a vous. En pilote, Michel. je te reviens à ce que je disais, hein, je veux dire 3 sur 100, les stats sont là, par rapport à la razzia italienne et espagnole, mais par contre, en termes d'équipement, on collabore avec Ixon depuis maintenant 7-8 ans, le travail qui était fait est exceptionnel, en partant d'une petite équipe, d'avoir réinternalisé la production de cuir à Mâcon, et aujourd'hui, nous on fait jeu égal en termes d'équipement d'airbag par rapport à Denez, en GP, on a 6 pilotes, ils ont 6 pilotes. Non, maintenant, on parlait du nombre de représentants tricolores qui travaillent dans le paddock. Donc, Ah oui, Ouais, il y a des mécaniciens. Il y a il y Tech a- 3, Michelin, Shark. On a un pays qui aime la moto et c'est génial qu'il puisse être servi par ces pilotes-là. Et qui est en couverture de l'équipe, le quotidien national de sport de référence, ou pour lequel tu travailles en télévision. Eric, c'est toi qui nous donne ton coup de cœur maintenant. Bah, mon coup de cœur, il est sur 2 pilotes à la fois. Je rejoins, enfin presque 3, parce que je rejoins effectivement le. 4, hein. Ouais, non, mais en fait, c'est plus des coups de cœur sur des actions. Le dépassement de Johan, il est vraiment impressionnant. Et puis, on en a un peu parlé. Moi, j'avais envie de faire un coup de cœur sur Maverick Viñales parce que ça faisait plaisir de le revoir un petit peu. Après, on verra si c'est un feu de paille ou si ça dure. Et puis Miller, parce que Miller, voilà. On sent qu'il, je sais pas s'il est libéré en tout cas, mais il a fait déjà aussi pareil ses figures au Mans, quand il est au raccordement, il se met à tourner comme ce qu'il faisait en Moto 3. Voilà, il revient un petit peu au Miller qu'on connaissait et en plus quand il performe sur la piste, c'est plutôt sympa. Un coup de cœur, Doc? Johan, toujours qui est là, qui joue le bon représentant Ducati et qui est premier représentant Ducati au classement et au championnat. Donc voilà, rien à dire. Je termine par une action, coup de cœur, le dépassement de Johan sur Alèche. Ça, je l'ai dit. Ouais, voilà. Donc, je Ouais, te rejoins avec. Ouais. on n'a pas du tout évoqué celui de Fabio aussi sur Bagnaia Au deuxième tour. quand il reprend l'avantage au deuxième tour, mais c'était aussi voilà, de l'audace et du talent, quoi. C'était beau. Les stats à présent avec toi, Doc, l'instant stat. Tu as encore quelques chiffres ou tu as tout dévoilé? Non, j'ai encore quelques chiffres. Bah non, en fait, j'ai déjà tout dit. Non, il y en a quand même Tout a été quand même distillé, en fait. important. C'est que la série noire est arrêtée pour le vainqueur du Grand Prix précédent. Non. En fait, si tu veux, non, c'est la série noire marche pour tout le monde sauf pour Fabio. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est. non, c'est qu'en fait, le vainqueur. Il y a des astérisques. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a Ouais. toujours une exception qui confirme la règle. Effectivement, Fabio, tous les vainqueurs cette saison ne figurent pas dans le top 10 de la course d'après. Sauf Fabio, qui a terminé deuxième après sa victoire au Portugal en Espagne et qui a terminé, du coup, qui a gagné hier faisant back-to-back. Donc, non, il n'y a que lui qui, pour l'instant, échappe à cette malédiction. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. Hein. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que Johan est sur une pente ascendante. Je l'ai tweeté tout à l'heure. C'est assez marrant, c'est qu'effectivement, depuis le Grand Prix de France, donc France, il finit 5e. En Italie, il finit 4e. En Catalogne, il finit 3e. En Allemagne, il finit 2e. Bon, Ouais. après, voilà. Grosse Assen, pression, la grosse pression pour le prochain. Ouais, pour le prochain Grand Prix, c'est bon. Voilà, après, comme je Ça disais ferait tout à l'heure- plaisir aux statisticiens que tu es. Ouais, alors après, il y a une autre statistique que j'aimerais pas non plus qui s'arrête, c'est que les années paires, on a une victoire, on a une victoire Honda à Assen depuis 2011, et les années impaires, c'est une victoire Yamaha. Et pas de Ducat depuis 2008. La seule victoire Ducati à Assen, c'est Ça 2008. casserait la dynamique. Donc on peut imaginer là, on est sur une année paire, qui n'est pas une victoire Honda ce week-end. Donc effectivement, cette série devrait s'arrêter. Oui, ça paraît. ça paraît Tu con. t'avances pas trop. Ça paraît mal, Non, mais bon, voilà, mal je- embarqué, la victoire Honda. On Là. ne sait jamais, hein, tu sais. Marquez revient d'un coup. Non, mais Miller a gagné sous la pluie en 2016 avec Oui, Marc VDS, donc on ne sait jamais. Voilà. Merci pour ces chiffres, Thomas. On passe maintenant au Sunday Race Recap avec toi, Eric. Le Sunday Race Recap, on reviendra plus tard sur Moto 2, Moto 3 avec Margot qui, vous l'avez constaté, n'est pas des nôtres. Elle était à Pau
avec toi, Eric, sur le championnat de France. Ouais. Superbike, tu nous en touches 2 mots? 2 mots alors. Non. Plus. Ouais, non, mais effectivement, il y avait la 4e épreuve du championnat de France Superbike, un peu comme en MotoGP, c'est le cap de la mi-saison, puisqu'on a basculé dans la deuxième partie de saison. On a eu très chaud aussi à Pau. D'ailleurs, on a même été, entre guillemets, interdit de rouler le samedi parce qu'il y avait une alerte canicule dans toutes les régions du sud-ouest. Et donc, du coup, il n'y a eu aucune activité le samedi sur le circuit de Pau-Arnaud. On a pris 60 degrés de température au sol et il faisait par endroit dans les box plus de 40. Les pilotes réagissaient comment à cette trêve? Les pilotes, ils étaient un petit peu... c'était partagé parce qu'après, évidemment, comme ça roule pas, du coup, il n'y a pas d'essai chrono. Donc, comment on fait pour les grilles? Est-ce qu'on refait des chronos le dimanche matin, etc. Enfin, il y avait quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête du plateau parce que le préfet voulait surtout pas prendre de décision parce que, logiquement, l'alerte météo était prévue jusqu'au dimanche 16h. Enfin, bon, voilà, ça a été un peu un pataquès et ça a levé d'ailleurs des soucis et des problèmes qu'il va falloir régler au niveau de la fédération pour la saison prochaine à minima. Voilà. Du travail pour Sébastien Poirier. Pour les gens de la commission de course de vitesse et pour Jean-Marc Delétang, qui est le directeur de course et qui, lui, se retrouve face aux gens comme nous qui viennent le voir et dire il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il y a certainement des choses à faire de ce Mais ça a roulé le dimanche. Mais ça a roulé le dimanche. Alors, pour les 300 et les Moto 3, c'est comme c'est des jeunes, il y a eu des petits malaises le vendredi quand il commençait à faire chaud. Donc, on a fait une séance de qualif le dimanche matin et une course l'après-midi au lieu de 2 courses d'habitude le dimanche. Donc, on va reprendre pour caler les images dans le sens de la marche. Donc, très chaud. Donc, on a eu 60 degrés de température de piste. Et en Superbike, donc, rebondissement en première manche. De Bise est victime d'un problème mécanique sur la grille. Il sort. Donc il laisse le champ libre à ses adversaires et c'est Kenny Forey qui retrouve le chemin de la victoire. Donc ça c'était plutôt pas mal et il s'impose devant Tusher et Martin Renaudin, donc ce qui va faire plaisir à Yann Marian. Renaudin qui fait à chaque fois le doublé quand il monte sur le podium, il gagne aussi en Challenger, donc ça c'est plutôt pas mal. Mathieu Ginès qui était blessé de sa chute aux 24 heures de Spa où il avait dû déclarer forfait, limite les dégâts, il termine 6e. Donc voilà, et en deuxième manche, De Bise repart, gagne et là il remet un peu les pendules à l'heure et il regagne devant Forêt et Tusher qui monte encore une fois sur le podium. Et au provisoire, bon, il garde une avance assez confortable. Il a une vingtaine de points d'avance encore, Valentin De Bise, sur Mathieu Ginès. Oui, quasiment à domicile pour De Bise. Oui, il n'est pas très très loin. Hein. De Bise, Nogaro, c'est un peu ses jardins. En super sport, par contre, là, pas de souci. 8 courses, 8 victoires pour Valentin De Bise, donc tout va bien. Ouais, parce qu'on rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, que Valentin De Bise fait partie de ces rares pilotes à rouler dans les deux catégories. Il double les performants, enfin il double les catégories et on a même aménagé le calendrier, enfin les horaires des courses pour lui permettre de récupérer parce qu'au moment il faisait l'enchaîner 600 et Superbike dans la foulée. Et du coup, là, on a placé une course. Il peut monter sur le podium, du coup. Du coup, il peut monter sur le podium et puis il peut aussi un peu récupérer quand même. Ouais, et puis là, ça devait être encore plus dur de récupérer. Ah, oui, ouais. Le dimanche, ça va. Ça a été, je pense qu'on avait moins chaud même qu'en Allemagne, mais ça a été quand même un peu compliqué, sincèrement. Voilà. Donc en Super Sport 8 sur 8, Gregorio qui s'affiche maintenant et qui s'affirme comme son plus sérieux danger parce que Loïc Arbel a eu quelques soucis, lui qui est 3e au championnat. Il a eu un problème technique, sa machine a pris feu en première manche. Il a pu réparer avec son équipe technique, il a pu sauver un chrono pour se remettre sur la grille et puis il termine 5e en deuxième manche. En Prémoto 3, on a eu une première, c'est celle de Quentin Mandine qui s'impose en Prémoto 3. Alors, il profite un peu des malheurs de Mathias Rossani qui était largement en tête. Il s'est accroché avec un retardataire, il tombe, il laisse évidemment filer les 2 premiers, il repart et il monte sur le podium sur la 3e marche, Mathieu Rossani. Donc il garde évidemment son leadership. Et puis en NSF 250, c'est inversion des rôles. C'est Tom Berceau qui fait, pas Tom Berceau, pardon, c'est son grand frère, mais Jules Berceau qui fait pole position et qui fait 2e en course, alors que Caillet avait fait 2e aux essais et qui gagne la course. Voilà. Et puis en Super Sport 300, pareil, une première avec Evan Plindou qui s'impose pour la première fois en catégorie 300. Et par contre, le leader du général, Enzo Damani, lui reste confortablement en tête. Et puis en sidecar, il y a eu la course, mais c'est pas sur ça que je voulais revenir, c'est surtout sur le fait que après la course sidecar, bien tous les équipages se sont regroupés, ils ont fait un tour d'honneur pour César Chanal, puisqu'on en avait parlé qui s'est tué au Tourist Trophy. Et à ce sujet, a priori, on avait annoncé que c'était Olivier Lavorel qui était décédé. Et en fait, les habitués du TT expliquent que les pilotes
quand ils roulent, comme l'organisation ne les connaît pas tous, ils ont une espèce de plaque, comme une plaque militaire, tu sais, pour l'identification des soldats. Bah là, ils ont une plaque comme ça, et apparemment, en changeant, ils n'ont pas fait attention, ils auraient changé leur fiche d'identité. Voilà. Donc c'est pour ça que ça avait l'erreur de l'organisation, puisqu'on l'avait annoncé sur ce plateau, mais on était donc c'était repris l'info officielle. Voilà, on avait repris l'info officielle, mais c'est pas forcément non plus une erreur de l'organisation, parce qu'il y a peut-être eu ce problème d'échange. Et puis un dernier mot pour l'endurance, pour le film WC, c'est qu'il y a une nouvelle qui est tombée cette semaine. C'est Watanabe qui roulera sur la Suzuki Yoshimura du CERT aux 8 heures de Suzuka, à la place de Greg Black. Donc, sanction, pas sanction, puisqu'on se rappelle qu'il est tombé à Spa. Nous, on pensait qu'il y aurait quand même 2 motos, ce qui aurait été plus plus juste, entre guillemets, faire Watanabe Guintoli d'un côté et Siméon Black de l'autre. Comme ça permettait à chacun de conserver des chances pour le titre. Là, c'est un petit peu sévère, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a une décision qui surprend. Voilà. Merci Eric. Juste pour terminer, parce que le Doc voulait rebondir là-dessus, il y a eu là maintenant il y a une pause pour le championnat du monde Superbike. Ça a roulé la semaine dernière. Il y a eu des bons résultats encore une fois pour Bautista, et le Doc disait que Toprak Razzaglioglou devrait normalement faire son test. C'est ça, hein? Ouais, écoute, c'est Paul Denning qui l'a dit, puisqu'il était présent le week-end dernier dans la concession. Voilà, et donc Paul Denning a été par 4 chemins. Il a posé la question, alors la semaine prochaine tu roules en Aragon? Et oui, effectivement, il roule demain, ce sera son test. Donc on le rappelle, c'est juste une récompense pour son titre la saison passée, parce que Lynn Jarvis l'a clairement dit qu'il n'y a pas de place pour lui. Et puis de toute façon, les deux Yamaha satellites il n'en aura pas l'année prochaine, donc forcément pas de place pour lui. Voilà, donc il testera demain. Donc on espère avoir quelques photos et voir. On aimerait bien avoir quelques chronos aussi, voir comment il roule. Un petit stoppie avec la main. Voilà. Juste pour dire, il y a eu aussi l'équipage du team HRC qui a été annoncé aujourd'hui. Pour les 8 heures de Suzuka. Parce que Xavi Vierge, lui, est blessé, parce qu'il s'est blessé à Misano. Il s'est cassé la main, plusieurs fractures à la main. Donc on peut imaginer qu'il va essayer de récupérer. Voilà. Donc ce sera Lequena, Takahashi et Tetsuta Nagashima, qui, pour ceux qui s'en souviennent, avait roulé en Moto 2 et avait gagné quelques courses aussi. Exact. Merci pour ce tour d'horizon. Le Moto 3 et le Moto 2, c'est Margot GP. Bonjour à tous. Alors oui, David, comme tu l'as dit, je suis à Pau parce que j'étais sur le FSBK, mais je vais quand même vous parler de Moto 2 et Moto 3. Et là, je vais commencer par Moto 2 de façon inhabituelle, parce que c'est là où il y a eu le plus de spectacles ce week-end. Donc d'ailleurs, c'était le Grand Prix de Marcel Schroeter qui était à domicile. Il a terminé 4e, il était assez déçu. Et c'est Augusto Fernandez qui a remporté ce Grand Prix. C'était une victoire assez écrasante, on peut le dire, parce que c'était le plus rapide de la course. Il a envoyé... Il s'est envolé avec pas mal d'avance, il avait plus de 7 secondes quand il a passé la ligne d'arrivée. Il a signé le meilleur temps en course. Enfin bref, il avait un très très bon rythme tout au long du week-end. C'est sa 5e victoire tout au long de sa carrière et la 2e de la saison. Il a marqué des points très très importants, ce qui lui permet de remonter au championnat à la 3e place. Derrière lui, c'est son coéquipier Pedro Acosta. Donc pour le team Ajo, il signe le doublé. C'est le 2e podium pour le rookie en comptant sa victoire il y a quelques semaines. Il partait de la 4e ligne, donc de la 11e place. Et depuis sa victoire, on le voit, il est quand même plus en confiance sur la piste. Ça se voit, il met tout bout à bout. Et même si ça a pu être un petit peu compliqué, comme il l'a dit, parce qu'il ne se sentait pas très très bien pendant la course. Et il l'a dit après, ils ont fait un gros pas en avant. D'autant plus que pour ce podium, il a beaucoup lutté avec Sam Lowes, qui lui partait de la pole position. C'était une bataille un petit peu entre un ancien, si on peut dire, du Moto 2 et un rookie. C'était une belle bataille qu'on a vue notamment à la fin de la course, dans le dernier tour aussi. Et donc Sam Lowes, lui, est monté sur la 3e marche du podium pour son 150e Grand Prix. Ensuite, il y a aussi Fermin Aldeguer qui a réalisé une très bonne performance puisqu'il est arrivé à la 5e position. On en a beaucoup parlé de Fermin Aldeguer en début de saison. Il a notamment aussi parlé avec des teams en MotoGP pour 2024 et il était en retrait depuis quelques temps. Il avait pas mal chuté aussi, il avait aussi un manque de performance
Et donc là, il marque les points, comme j'ai dit, de la 5e place. Et pour faire aussi un point sur le championnat, il faut revenir sur la chute de Celestino Vietti, qui redistribue au final les cartes de ce championnat. Parce que d'ailleurs, l'Italien, eh bien, on pensait qu'il allait se battre aux avant-postes, qu'il allait revenir avec sa victoire sur le Grand Prix de Catalogne. Mais en fait, c'était encore un Grand Prix assez compliqué pour lui. Il est passé par la Q1. Il se battait là pour la 11e place, mais malheureusement, il a chuté. Alors déjà qu'il avait perdu son avance au championnat, là, le titre est encore plus relancé, avec certes toujours l'Italien en tête, mais à 8 points derrière, lui, c'est Ayugura, qui a terminé donc 8e, et suivi de très près d'Augusto Fernandez et d'Aaron Canet, qui sont très très proches aussi. En Moto 3, c'était une course bien plus calme, vraiment bien plus calme, parce que c'est Izan Guevara qui a dominé de bout en bout cette course. Il a passé la ligne d'arrivée avec 4 secondes 8 d'avance, et c'est quand même assez rare en MotoGP, il faut le dire, parce que ça se joue souvent dans le dernier virage du dernier tour, et c'est son 5e podium consécutif pour lui. Son coéquipier Sergio Garcia a lui terminé sur la 3e marche du podium. C'est de plus en plus serré entre les deux Espagnols. Alors, pour le team Aspar, c'est bien parce que sur 10 Grands Prix cette saison, eh bien, il y a 6 victoires qui sont réparties à égalité entre les deux pilotes, donc 3-3. Mais c'est aussi 7 points d'écart maintenant qui les séparent au championnat, avec Sergio Garcia toujours devant et Izan Guevara derrière. Et on en avait déjà parlé la dernière fois pour voir comment le team allait gérer cette rivalité. Alors pour l'instant, nous, de l'extérieur, on ne voit pas forcément des tensions. Peut-être que de l'intérieur, dans le paddock, c'est différent. Peut-être que Thomas et Michel, vous avez des informations. Mais pour l'instant, le team a l'air de gérer la situation. Après, on n'est même pas encore à la mi-saison. Donc à voir par la suite. Denis Foggia, lui, est de retour sur le podium. Alors, il avait aussi eu une passe assez compliquée puisqu'il avait connu un problème mécanique en Catalogne. Il avait glissé sur un tir-off en Italie qui l'avait fait chuter, et aussi un manque tout simplement de compétitivité pendant les courses. Et là, il retrouve le goût du podium. Il n'était pas monté sur le podium depuis les États-Unis. Et là, il s'est battu de nouveau aux avant-postes tout au long de la course. Et ça lui fait du bien donc de remonter sur la 2e marche du podium, lui qui était quand même considéré comme l'un des favoris du titre en début de saison. Et il y a un autre tour aussi, c'est celui d'Ayumu Sasaki. C'est un retour assez différent parce que, pour rappel, lui, il s'était fracturé principalement les 2 clavicules au Mugello en mai dernier, et 3 semaines seulement après, il est déjà de retour. Et le principal, c'est qu'il se bat avec le groupe de tête. Et au final, donc, il termine à la 4e position. C'était pas forcément une course très très facile pour lui parce que le Saxon Ring tourne principalement à gauche, comme vous avez dû déjà le dire, et ça ne l'aidait pas du tout pour se reposer. Mais c'est une 4e place tout à fait honorable au vu de son état physique. Et je terminerai donc cette petite chronique avec un point sur notre Français Lorenzo Felon, qui n'a pas pu marquer de points puisqu'il a terminé à la 18e position. On a glissé quelques mots, on a touché quelques mots du Tourist Trophy, Eric. Avant de passer aux zones techniques, tu équipes aussi, Oui. Pierre-François, beaucoup de pilotes du Tourist Trophy. Avec cette année, c'était la première fois qu'on branchait les airbags sur la course. Ouais. Le Tourist Trophy, en fait, est une course qui est tellement unique dans le monde qu'on avait testé en fait en 2019, juste avant les 2 années de Covid, en faisant l'acquisition de données. Et on avait pu vérifier en fait la typicité de cette course par rapport au type de données qu'on a eu, puisque les vitesses de passage, les sauts, le relief qu'on va retrouver sur la route sont uniques. Donc on est quelque part sur une espèce d'hybride entre un mode de détection route, mais qui n'est pas censé être capable d'enregistrer ce genre de vitesse, et puis de la vitesse circuit. Et la différence, c'est qu'il fallait éviter surtout de faire des intempestifs. C'est-à-dire que sur les quelques bosses, Là, sur les il a quelques tout le temps. étapes, Non. Des intempestifs au Tourist Trophy avec le... de l'airbag, en fait, c'est pour ça qu'il y a très peu d'acteurs qui s'y mettent, et c'est pour ça que nous, on y est allé avec prudence, alors on est déjà dans l'univers du GP depuis 2016. On a fait de l'acquisition de données en 2018-2019, ce qu'on fait à chaque fois, en fait, si on se lance sur une discipline un peu pointue. On joue à blanc, je dirais. On récupère les données, on vérifie comment se serait comporté l'airbag, on vérifie quelle est la marge de sécurité qu'on avait par rapport au seuil de déclenchement sur une situation normale, et que s'il y avait eu chute, on aurait déclenché. Et donc là, on a fait notre dernier rodage à la Northwest 200, qui est une course qui est juste avant le TT, 2 semaines avant, qui a lieu au nord de l'Irlande, qui est quand même moins, j'ai envie de dire, vallonnée au niveau de l'asphalte Avec que le le scandale de TT. pneus quand même, si je me souviens bien.
Dunlop est interdit de rouler. Par contre, c'est pas une course contre la montre, le Northwest 200. C'est une course. Non, c'est une course, mais qui est sur c'est un peu une route ouverte. Voilà, ouais. Et on a connecté pour la première fois, on a eu notre premier gonflage, c'est Sam West, qui est un pilote qui a gonflé sur les qualifs. Donc cette course, elle a un côté unique aussi bien à voir qu'en vrai. Qui allait, toi? Ouais, c'est la deuxième année, et c'est vrai qu'on a notre partenaire RST qui est très impliqué, dans l'organisation de la compétition, qui est partenaire de la safety. Qui est anglais. Qui a été racheté, mais qui était... Dont l'un des fondateurs d'ailleurs roule sur la TT classique, dont l'un des responsables de marque échange les visières des pilotes. Enfin, ils sont vraiment dedans. Ils tournent quand même en 170 km/h de moyenne, le responsable produit. Donc, il sait ce qu'il dit. Ouais. Et en fait, en voyant cette course de l'intérieur, parce que nous, on s'est dit à un moment, mais pourquoi faire des airbags pour ces pilotes-là? La vision qu'on nous a des fois dit, c'est mais en fait, ça sert à rien, ils vont trop vite. Non, la réalité, c'est que notre but, c'est d'essayer d'apporter de la protection à tous les pilotes. Ça justifie plus qu'ailleurs encore. Cette course-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est quand même super préparée. On est resté typiquement, on fait une combinaison typique orange avec écrit un gros follow me avec des flèches dans le dos de la combinaison à Mickey Quayle, qui est un ancien pilote qui l'a gagné. Et n'importe quelle personne qui a jamais roulé le TT est obligée de le suivre en fait sur les premières séances d'entraînement, obligée de se former. La course est fermée dès qu'il y a un peu d'eau sur la piste, dès qu'il y a du brouillard. Donc certes, ça reste encore une course qui a été endeuillée cette année. 5 fois, 5 décès. Ce qui est beaucoup par rapport à d'habitude, mais ça reste, à côté de ça, quand on discute avec les pilotes qui la courent, ils sont tout sauf suicidaires, comme on pourrait avoir, l'image qu'on pourrait en avoir. Et on est ravis de pouvoir apporter notre modeste contribution. On sait que dans certains cas, l'airbag, et on l'a vécu sur un des 5, on attend encore les stats parce qu'on n'a pas récupéré le matériel, mais à côté de ça, on a des belles histoires. Notre but, c'est que chacun puisse pratiquer la moto et les sensations que la moto lui apporte dans son domaine. Alors, on tenait à porter un coup de chapeau au pilote du Tourist Trophy, au grand gagnant, Peter Hickman, qui a gagné 4 fois sur ce Tourist Trophy. Michael Dunlop, 2 victoires de plus. Voilà. Ça le porte pas très loin de. Il a 21, je crois. 21 et 23 pour Guinness. Versus 23 pour John McGuinness. McGuinness, par rapport à ce que tu disais aussi, McGuinness qui est venu rouler aussi en endurance. Ouais. Et la première fois qu'il a déboulé aux 24 heures du Mans, il est allé voir les pilotes officiels en disant mais vous êtes des malades. Il fait les pilotes d'endurance, les officiels ne comprenaient pas. Il disait mais toi tu roules au Tourist Trophy. Il fait oui mais nous au Tourist Trophy on est à 90%. Vous êtes tout le temps à fond ici, donc vous êtes des malades. Même à 110%. Ouais. Et alors, il y avait des Français au Tourist Trophy, Xavier Denis, Timothée Monod, Jonathan Gauchi, Julien Tognuti, de retour au Tourist Trophy après sa chute au Dakar, grave chute. Pierre-Yves Bian, 4e en catégorie lightweight, et puis en sidecar, Estelle Leblond, toujours, qui a terminé 11e de la course 2. Toujours cette colonie française au Tourist Trophy, une course passionnante qui se déroule sur un circuit de 60 km sur route. Fermé pour l'occasion. Ancien lieu du Grand Prix en Bretagne. Et Cal Crutchlow, il vit toujours sur l'île de Man. Neil Hodgson aussi. Neil Hodgson. En tout cas, il y était. On passe maintenant à la rubrique suivante, le zoom technique. On va reparler d'airbag. L'airbag évolue constamment. C'est une technologie où vous êtes en concurrence. InEmotion, tu l'as dit, avec Denez Alpinstar. C'est une concurrence qui se tient à quel niveau? Est-ce que c'est la vitesse de déclenchement le point le plus crucial? Non, il y a plusieurs paramètres. Le premier qu'on ne voit pas, mais qui est clé en fait dans les chutes, qui est la puissance de l'algorithme, la finesse de l'algorithme de détection. C'est en gros c'est ce programme qui est intégré dans ce petit boîtier qui comprend l'ensemble des capteurs. Alors ça se met dans la dorsale. Voilà, dans la dorsale, c'est le même qu'on a sur toutes nos dizaines de milliers d'utilisateurs. Par contre, la différence, c'est que c'est un peu comme une cartographie d'injection ou comme une gestion d'un ABS. La finesse, donc on a 15 000 valeurs par seconde qui sont calculées. La finesse de cet algorithme qui va décider du déclenchement de l'airbag, à quel moment, qui va éviter les intempestives. Donc ça, c'est le premier cas. Pour servir au niveau des stats, on regardait sur nos 3 dernières saisons de MotoGP, on a un taux de détection de 97%. C'est-à-dire qu'en gros, sur 100 chutes de GP, il y en a 97 où l'airbag va déclencher, il y en a 3 où on ne va pas déclencher. Des fois, c'est les pilotes qui, sur un petit low side, vont nous dire c'était pas utile, je vais récupérer la moto, si je suis en free practice ou en qualif, c'est que je suis content de récupérer. Et des fois, c'est qu'en gros, c'était une chute où on était à la limite des seuils et que si
à l'instant T de nos réglages, on voulait couvrir cette chute, on risquerait de créer ces fameux intempestifs. Donc il y a cet élément-là. Il y a le deuxième sont les zones de protection. Donc là, effectivement, il y a plusieurs philosophies qui sont un petit peu différentes sur cette forme du coussin, qui est un mix entre la forme autour du corps, la pression qu'on va mettre dans le coussin, la géométrie de ce coussin de protection. Vous avez néanmoins un cahier des charges. Il faut protéger la zone pectorale, le dos. Effectivement, on a coécrit ça donc avec Denez et Alpinstar en 2017 à la demande de la Dorna qui nous a dit bon, aujourd'hui 65% des pilotes sont équipés, même à 80% sur le MotoGP, il faut qu'on arrive à équiper tout le monde. Donc quand on veut rendre obligatoire quelque chose, encore faut-il le définir. Et donc il a été question de définir quelques zones de protection, les épaules, le thorax ou le dos. Alors, on était plutôt bien parce qu'on était le coussin le plus enveloppant, donc on passait l'ensemble des conditions. Mais c'est une technologie qui aujourd'hui en électronique, en ce qui nous concerne, à 6 ans, et on voit encore le potentiel de développement. Aujourd'hui, on a une équipe de 70 personnes à Annecy qui fait que ça. Et le MotoGP, c'est un de nos laboratoires parce qu'on a un comportement de la moto et des pilotes qui est à l'extrême. On a régulièrement des chutes, on peut capter de l'information sur la traumatologie. Et nous, aujourd'hui, les stats en moyenne, c'est une centaine de chutes par an. On a très rarement des blessures sur les zones couvertes par l'airbag, fort heureusement. Et histoire de donner quelque chose un peu plus intéressant, la chute aujourd'hui la plus rapide qu'on ait avec nos produits, c'est 297 km/h. Il y en a une qui sont un peu plus rapides, mais celle-là pour des raisons de confidentialité, parce que il y a un des dispositifs de freinage qui était en jeu. Je pense que certains s'en rappelleront, mais on ne peut pas la donner. Mais en tout cas, celle-là, on peut la donner. C'est Takaya Nakagami à Portimao. Et et ça, c'est aussi impressionnant de voir qu'il avait glissé sur 6 secondes 5. Donc il faut juste se rendre compte ce que c'est de tomber à 300 km/h et de voir le temps passer. 6 secondes, c'est extrêmement long. Et ça rappelle l'importance d'avoir un airbag qui se gonfle vite, mais ensuite qui est capable d'encaisser éventuellement la moto, l'entrée dans les vibreurs. Je me rappelle Bradley Smith qui me disait que quand il tombait au Qatar, il était ravi que l'airbag se gonfle parce que les graviers au Qatar, ils sont pas vraiment ronds. Les angles sont un peu saillants et c'est pas super agréable de finir dans le bac à gravier. Michel et Eric, vous avez bien connu les pilotes il y a quelques années. Cromwell. Pour qui il nous fait passer? Mais pour qui il nous fait passer, quoi. J'imagine que ce genre d'équipement aurait pu préserver des pilotes plus longtemps. C'est sûr, quand on se souvient de l'époque de la catégorie 500 avec tous les high-side qu'il y avait à l'époque, il n'y avait pas d'électronique, il y avait des moteurs hyper brutaux, c'est sûr que ça aurait pu sauver quelques chevilles. Quelques carrières. Ouais. Chef Charpentier nous disait l'autre jour, il a dû réapprendre à marcher 3 fois dans sa carrière. Et clairement, lui voit la différence puisqu'il a fait toute sa carrière de pro sans airbag et aujourd'hui il est instructeur avec. C'est toujours dur d'évaluer en fait ce que l'airbag a apporté. Mais il y a un dernier élément qui est intéressant, c'est que on est, comme je disais au tout début, quand un pilote gagne, c'est pas de nous. Alors des fois, on peut s'apercevoir qu'une chute assez violente la veille ne gêne pas le pilote. Il n'a pas besoin d'aller faire du kiné. Il a gardé aussi bien la confiance que la liberté de mouvement parce qu'il n'a pas de muscles qui sont trop tuméfiés. Mais en général, quand on gagne, c'est la moto. Et on est là pour limiter la casse. Mais l'enjeu, c'est que l'airbag doit être porté. Et c'était un des travaux qui a été fait et qu'on fait vraiment en étroite collaboration avec nos partenaires, que sont Ixon, Furigan et Resté en MotoGP. C'est de réussir à faire en sorte que l'airbag, quand il est porté, mais qu'il n'a pas besoin d'être là, il puisse se faire oublier. Et on évoquait la température qu'il y avait au Grand Prix du Sachsenring. Donc, je me rappelle les premiers essais qu'on faisait à l'époque, c'était en Malaisie, c'était un peu le juge de paix. On a fait rouler des pilotes simplement avec la poche airbag sans les capteurs. Sur les essais pour vérifier qu'on avait une chance quand même de les équiper sans complètement les étouffer. C'est vrai que pour parler avec ces pilotes, ils nous disent des fois à mi-course, il y a une perte de lucidité et en fait si le coussin airbag empêche encore un peu plus la respirabilité, le phénomène d'évaporation par transpiration, en fait ça peut venir impacter la lucidité, donc la perf, quoi. Donc vraiment cette notion de protection, détection, zone de couverture et puis après le confort pour que on puisse se faire oublier qu'on n'existe pas quand il s'agit d'aller chercher le podium. Les évolutions de l'airbag, est-ce qu'on peut imaginer un jour une protection cervicale Alors, nous, on apporte déjà
une partie qui vient autour de la nuque, qui vient se soulever à peu près, à peu près au milieu de la nuque. En fait, ça empêche ce qu'on appelle l'hyperflexion, c'est-à-dire l'hyperextension. L'hyperextension, tu as raison. Quand en fait le cou va trop loin et en fait le casque vient alourdir la tête et donc la nuque souffre énormément. Il faut imaginer en fait la musculature qu'il faut pour tenir un casque et une moto avec la pression de l'air qui s'applique à des vitesses élevées. La chance de l'airbag, c'est comme c'est une protection qu'on appelle active et qui en plus peut être améliorée. Nous, ce boîtier, il est connecté. Lorsque les combinaisons elles arrivent en fait dans les camions des racing service de Ixon, Furigan ou RST, automatiquement la data elle est transférée dans nos bureaux à Annecy et on peut en temps réel la mettre à jour pour nos pilotes pro, mais aussi pour l'ensemble de nos pilotes un peu plus amateurs. Donc ça, c'est la partie data. Après, la zone de protection, c'est un point moins facile parce que c'est pas que de la programmation. C'est-à-dire qu'il faut choisir le système de gaz qu'on va mettre. Donc on embarque du poids. Embarquer du poids quand on commence à devoir se déhancher à 250-300 km/h, c'est pas anodin. Mais aujourd'hui, la dernière réunion qu'il y avait autour de la commission de sécurité de la Dorna, qui réunissait les fabricants de gaz, de casques, de gants, de bottes et de combinaisons, on s'est tous finalement retournés vers l'airbag qui semble être la techno qui a encore la plus grosse marge de progression. Donc clairement, il y a des belles choses qui sont dans les tuyaux. Denez y avait pensé quand Denez est arrivé avec les casques il y a quelques années, et notamment avec les Boss aérodynamiques, ils avaient pensé justement à prévoir quelque chose, un airbag pour venir se loger entre l'épaule et le bas du casque. Mais je pense que c'est un problème très très complexe parce que entre la position de la tête, on voit les positions aujourd'hui que les pilotes prennent, c'est compliqué. Puis quand ça se déclenche au niveau des cervicales, ça ne doit pas forcément être un point facile à gérer non plus, quoi. Il y a un enjeu de morphologie. On a des pilotes, quand on prend un Loris Baz à côté d'un Dani Pedrosa, c'est pas la même morphologie, donc il faut avoir adopté le coussin. Il faut pas se tromper de coussin, ouais. Ouais, et puis il y a l'enjeu de l'intempestif, c'est-à-dire qu'on en parlait, un intempestif qui vient bloquer la nuque. D'un coup, je peux plus manœuvrer la moto, c'est pas anodin. Donc, mais c'est clair qu'il y a encore un beau potentiel et on a des choses pas mal dans les tuyaux. Mais je ne peux pas tout dévoiler. Je reviendrai. Sur les zones, parce que là, on protège l'eau du corps. Est-ce qu'il y a au niveau des hanches, des membres inférieurs, est-ce que on peut imaginer que ça... Il y a des pistes sur cette partie-là, effectivement, sur les hanches, notamment quand il y a les paires de l'avant. Après, ce qu'il faut toujours imaginer, c'est comprendre le mécanisme lésionnel. C'est-à-dire que souvent, on nous parle de la clavicule, et en fait, mettre un airbag à cet endroit-là, parce que la clavicule est à cet endroit-là, c'est pas forcément le meilleur moyen d'éviter la blessure. Pour la simple et bonne raison qu'on peut avoir une clavicule où, en fait, en tombant, on va mettre la main, et c'est la main qui va prendre l'onde de choc et qui va la transférer au niveau de l'épaule. Donc nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui des biomécaniciens au sein d'Inemotion. En plus, je le salue, il est espagnol et fan de MotoGP, donc ça aide. Il est en contact direct avec les médecins de la Dorna pour essayer de comprendre quand on a un certain nombre de blessures, comment elles arrivent, et être certain que l'airbag va bien corriger le phénomène, et pas simplement faire le sparadrap sur la jambe de bois. C'est passionnant, ouais. Ouais, non, je disais, vous êtes impliqué dans le ski aussi, non? Il y a de l'airbag dans le ski. Est-ce que justement, il y a pas... C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Donc, est-ce que justement, les zones de protection en ski sont les mêmes qu'à moto, ou comme le disait Michel, par rapport à ce qui existe au ski, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus longues? On fait vite, hein. Tu reviendras, Pierre-François. Ouais, en gros, elles sont légèrement différentes. Ce qui est vraiment fou en ski, c'est que la liberté de mouvement est encore supérieure par rapport au MotoGP, où il y a quand même la combinaison qui est préformée. Mais quand on voit les stats, finalement, il y a moins de blessés. Moi qui suis papa, je me dirais que je préfère que mon fils aille faire de la MotoGP que du ski, si je pense pure blessure. Ou équitation. C'est passionnant. C'est passionnant. Il y a 5% des utilisateurs de deux roues qui sont équipés d'airbag, je crois. C'est d'ailleurs, on en avait parlé au Salon Lyon. Inemotion, exactement, équipe nombre de motards de tous les jours. Hein. Pas besoin d'aller sur circuit. Plus de 50 000 qui l'utilisent, qui remontent de la donnée. On a plus de 4 000 chutes enregistrées, donc c'est vraiment, ça devient vraiment un poli qui se diffuse. Et sur circuit, on est à 10%. L'endurance, on était à 50%. Donc, et la FIM, petit scoop, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais la FIM bosse sur une règle qui se déploie, qui va se déployer sur les championnats. 2023, c'est obligatoire en championnat de France, normalement. Le problème, c'est la morphologie des minots quand ils ont 12 ans, parce que tu en as un qui fait 1m40 et l'autre qui fait 1m70. Et c'est ça la problématique. De coup aussi. On travaille là-dessus, mais ça va être... Le coup, c'est une question de quelques saisons maximum. Merci. On va terminer par les indiscrets avec vous, messieurs.
quelques bruits, mais quelques infos officielles aussi. Bah, on en a parlé, David. Jack Miller sera pilote KTM l'année prochaine auprès de Brad Binder. Après, voilà, ce week-end, Paolo Ciabatti a confirmé qu'il prendrait son temps pour choisir le coéquipier de Pecco Bagnaia. Le choix, on le sait, va se porter entre Jorge Martin et Enea Bastianini, mais bon, voilà, il n'y a pas le feu. Ça pourrait même profiter à Johan Zarco au final. Mais bon, a priori, lui, il sait qu'il va rester chez Pramac et ça lui va bien. Donc voilà. Après, la place d'Alex Marquez au Team LCR semble de plus en plus menacée. On parle d'Alex Rins. Après, il y a eu la fameuse. Tout le monde pensait qu'il y aurait une. Oliveira, là. Ouais, la fameuse conférence d'Oliveira jeudi soir où tout le monde pensait qu'il allait annoncer son arrivée chez Gresini. Apparemment, c'est pas aussi simple. Je pensais plus tu l'as vu, Miguel Oliveira? Exactement, on l'a vu la semaine dernière, et pour avoir discuté assez longuement du sujet avec son père et lui, à ce moment-là, voilà, il lui disait voilà, j'ai deux options, c'est effectivement une Ducati chez Gresini ou une Aprilia dans l'équipe RNF. Alors il y a l'argent, mais pas que. C'est aussi de se dire je vais chez Ducati, je vais avoir effectivement une bonne moto, mais je suis dans un embouteillage de pilotes. Quel va être mon avenir là-dedans? Si je vais chez Aprilia dans l'équipe B, sachant qu'aller chez Spargaro a rempilé pour 2 ans, mais plus ou moins fait comprendre que sa carrière s'arrêterait il aura 35 ans, donc il va en rester là. Vinales, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais en tout cas, il y aura au moins une place à prendre dans l'équipe officielle. Et si Oliveira fait du bon boulot sur une Aprilia du team RNF, ça peut lui ouvrir les portes de l'équipe Factory Aprilia, ce qui sera beaucoup plus compliqué chez Ducati. Donc voilà. Puis après, qu'est-ce qui va se passer aussi dans l'équipe Tech 3 c'est un peu la confusion suite aux déclarations de nos amis autrichiens. Fernandez serait déjà dehors, il pourrait lui aussi aller. Il est courtisé par Razdan Razali pour l'équipe RNF Aprilia. Rémi Garner, qui était plus ou moins assuré de rester chez Tech 3, vu ce qu'il a entendu dire sur son dos, il se dit que peut-être qu'il va devoir aller faire du Superbike ou je ne sais quoi. Espargaro chez Honda. Les choses changent vite. En moto. Et chez Honda, a priori, Johan Mir, c'est bon, on discute de détails, donc ça devrait être annoncé peut-être à Assen, peut-être après, mais quant à Paul Espargaro. Non, là, c'est. Bah non, si, oui, il va chez Tech 3. Oui, c'est justement, vrai. c'est pour ça que du coup, ça laisse une. Enfin, on ne sait pas lequel de Garner ou de Fernandez partira, quoi. Enfin, Fernandez, c'est sûr qu'il va partir. De toute façon, il veut pas rester, donc vu les à moins qu'il y ait un changement de. Oui, déjà, il voulait pas trop y aller. Il voulait pas y aller. Voilà. Il ira chez RNF, mais pas sur une. Pas sur une Yamaha. Voilà. Et c'est vrai que Oliveira rêvait lui aussi d'avoir une Yamaha, et malheureusement des Yamaha il n'y en a plus, quoi. Donc, par contre, on peut se demander de quelle manière Yamaha pourrait se débarrasser de Morbidelli et confier cette moto à un Oliveira, qui d'ailleurs lui il aimerait bien que Morbidelli soit poussé dehors, mais bon, Morbidelli a un contrat, c'est vrai que ce qu'il fait c'est juste pitoyable, mais il a un contrat. Et ça veut dire aussi que, du côté du Moto 2, il n'y a pas d'espoir pour beaucoup. On parle de Vietti éventuellement, mais c'est le seul qui pourrait monter. Non, mais autant l'an dernier, il y a eu un appel d'air parce qu'il y a eu énormément d'échelons gravis. Oui. Autant là, cette année, ça semble et fermé, en plus, on se rend compte que peut-être que faire une année de plus en Moto 2, c'est peut-être pas plus mal. C'est vrai que de vouloir précipiter un peu les choses, on le voit avec Fernandez. Le seul truc qui peut éventuellement poser problème, c'est ceux qui veulent directement aller dans un team officiel, où là, comme tous les pilotes vont remplir pour 2 ans, si on prend un Acosta ou autre, il devra attendre 2 ans de plus s'il veut aller directement dans un team officiel. Parce que ce week-end, il y a eu aussi des rumeurs comme quoi Acosta pourrait aller chez Honda. Donc, bon, voilà. Le grand jeu des chaises musicales est lancé, les grandes manœuvres. Ou grâce à Suzuki, notamment, parce que ça met plusieurs pilotes sur le carreau et 2 places en moins. Et il n'y a pas les 2 Yamaha qui sont plus là aussi. Exactement. Et puis on savait que la signature de Fabio allait déclencher le début des hostilités aussi. Oui. Et Speletta, il confirme qu'il y a des repreneurs ou pas sur les 2 motos, sur les 2 places vacantes de Suzuki. Il n'y a pas personne qui se positionne. Non, il y a une rumeur qui dit qu'éventuellement Tech 3 passerait gaz, mais ça change rien. Mais je veux dire, c'est pas un nouveau constructeur qui arrive. C'est comme ils font en cross. En cross, il y a. Oui, ou comme Moto 3. Moto 3, CF Moto, Gaz, propriété de KTM, on le rappelle. Gaz, Husqvarna, KTM, c'est les mêmes. CF Moto aussi. Merci, messieurs, pour cette passionnante émission. Une de plus, le 10e Grand Prix. Rendez-vous dès la semaine prochaine
pour le débrief du Grand Prix d'Assen. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre After Sunday. À la semaine prochaine. Merci à tous. Salut.